Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Bienvenue à cette nouvelle édition. J'espère que vous allez très, très bien avec le soleil qui est omniprésent ce début du mois d'avril. Et avec cette émission bien chargée, Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler d'une série télé. David Campana, un ami de cette émission et de TV Laval, viendra nous parler de sa carrière musicale, rap et R&B qui va très, très bien. Également, Peggy Bellard viendra nous parler de renouveau avec ce printemps, cette nouvelle saison qui est omniprésente ces jours-ci. Panier québécois. Vous connaissez le panier bleu, mais est-ce que vous connaissez Panier québécois, qui est une toute autre initiative? Vous en connaîtrez plus de détails dans les prochaines minutes. Isabelle Dominique Cros viendra également bavarder sur des façons de s'entraîner à la maison. Je vous souhaite une très belle émission. Mais, OK. Fait que là, es-tu prêt, là, Daniel? Je suis très content de bavarder avec Isabelle Dominique Cros, notre experte fitness que vous trouvez déjà sur nos ondes, sur notre site internet, le tvrl.ca, aussi avec 2 temps, 3 mouvements, ces capsules pour s'entraîner à la maison. Justement, sujet en ce sens aussi avec cette pandémie qui se poursuit. Isabelle Dominique Cros, salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Puis, tu veux nous amener justement dans ce printemps, mais dans cette, justement, entre 2 saisons, pas aussi évident qu'il en a l'air finalement de s'entraîner, surtout que si on a juste son propre corps pour s'entraîner, pour bouger, si on n'a pas d'article, par exemple, pour pouvoir faire des poids ou autre à la maison. Exactement, ce qu'on appelle le body weight training, tu sais, s'entraîner avec comme accessoire, comme seul outil, son corps. Ce qui est en fait très chouette, très utile parce qu'on n'a pas besoin d'investir dans l'équipement. Un n'empêche pas l'autre, soit dit en passant, mais puisqu'on est en pandémie, puisque l'équipement, on doit l'acheter et l'installer chez soi, puisqu'on est déjà beaucoup à la maison, des fois, ce qu'on a besoin présentement, c'est de sortir. Et quoi de mieux, justement, en cette un peu de transition, parce que des fois, il fait beau, des fois, il fait pas beau. Température. C'est pas encore... Ouais. C'est ça, on ne peut pas prédire et c'est pas encore magnifique à l'extérieur au niveau des surfaces. Donc, tu sais, pour le rollerblade, bien, des fois, on se casse la bête, comme on dit. Alors, il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire et j'aime bien ramener la conversation sur s'entraîner avec le poids de son corps parce que c'est ce qui est tout à fait naturel à faire. On peut quand même faire plein d'autres trucs et je le suggère, mais pourquoi pas revenir à la base pour justement aussi revisiter nos façons de faire, notre technique d'exécution. Puis après ça, on peut le reproduire quand les gyms, ça dépend des régions présentement, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Certains gyms sont ouverts, mais tu n'as que les machines, donc ça reste une option, mais... Voilà, donc je voulais aborder ça avec toi. Est-ce que en fait, de ton côté, tu cours beaucoup? Est-ce que tu fais à l'occasion là, des pompes, des push-ups, des sit-ups, des exercices comme ça? Je t'avouerai que j'en ai fait plutôt cet hiver, là, durant la plus haute saison, durant le temps qui faisait très froid, que je pouvais pas nécessairement sortir à tous les jours courir à cause des tempêtes de neige. Je faisais devant mon écran, devant ma télévision, des programmes d'entraînement sur différentes plateformes. Mais je t'avouerai qu'évidemment, il y a surtout avoir été encabané, confiné depuis tant de mois, je pense qu'il n'y a rien qui va battre ce printemps, surtout un temps chaud ces jours-ci, qui fait un beau début de printemps. Mais avant de proposer peut-être quelques initiatives, quelques alternatives pour s'entraîner, je voudrais te demander, tu sais que moi, je cours beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui, comme toi et moi, sont actifs à l'extérieur. Est-ce qu'il faut... Parce que je lisais 2 avis qui sont différents. C'est-à-dire, il y en a qui nous disent de vraiment s'étirer à la fin de l'exercice, par exemple, après avoir couru un 5 km, un 10 km, ou de le faire avant l'exercice. Est-ce que c'est de le faire à la fois au début et à la fin, ou bien juste à la fin? Bien, excellente question, comme toujours. Et c'est toujours mieux de s'étirer à la fin, selon les recherches. La science actuelle indique que, contrairement à ce qu'on pensait il y a plusieurs années, c'est préférable de s'étirer à la fin. Donc, ce qu'on suggère, c'est de s'échauffer en début d'entraînement, peu importe ce qu'on va faire. Après ça, on fait la séance d'entraînement. Ensuite, on fait les étirements. Des études démontrent maintenant qu'on peut quand même
s'étirer, pas tout de suite après l'entraînement, mais un petit peu après. Donc, si on prenait l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne au gym, qui doit rentrer à la maison rapidement, il peut quand même aller s'étirer en rentrant. Même chose pour toi, si tu viens de terminer et tu prends comme 15-20 minutes avant de t'étirer, tes muscles vont quand même être aptes à s'étirer, ça va être efficace. Je dirais que la nuance, c'est si je suis une gymnaste et que j'ai absolument besoin d'aller faire des belles lignes, patinage artistique, quand je suis une athlète de haut niveau, les règles vont être différentes, mais certainement pour la course, je te conseille de ne pas t'étirer au début. On s'échauffe, on part le bal, on fait ce qu'on a à faire, puis après ça, on accorde quand même un temps d'étirement parce que les gens prétendent toujours être trop occupés, mais en fait, c'est pas la partie préférée. Hein? Ouais. S'étirer, on le fait quand on a des courbatures, mais sinon, c'est comme c'est pas important, mais ça nous permet de réduire notre risque de blessure, puis ça permet une plus grande mobilité à long terme. Alors, c'est super important. Je prends note parce que j'ai eu des raideurs récemment en revenant de course. Justement, j'ai ouvert la machine un petit peu trop rapidement dans ce début de saison. Et justement, donc, si on y va concrètement, on parlait d'efforts, d'activités à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel mouvement on peut faire chez nous, chez soi, juste avec son corps, par exemple, que tu peux nous suggérer? Bien, les mouvements, moi, j'aime bien les appeler des mouvements classiques. C'est les mouvements qu'on retrouve dans la plupart des sports. Et c'est souvent la base. Une fois qu'on sait faire ces mouvements-là, ensuite, on peut incorporer des pièces d'équipement ou encore insérer des éléments, comme un défi côté équilibre, un défi côté coordination. Donc, on parle bien sûr du squat, le lunge, le push-up, la planche, le burpee. Le jumping jack, oui, puis le jumping jack, je l'aime beaucoup. C'est un exercice qui est considéré un saut, mais il se fait bien. Il y a des variations sans saut également. Puis, c'est des mouvements qu'on connaît. On connaît surtout les noms. Après ça, c'est de trouver ceux qui vont nous plaire personnellement, ceux qui vont nous amener plus loin. Comment aussi revoir notre technique d'exécution, parce que moi, je constate souvent que des gens qui ont l'habitude de s'entraîner sont surpris quand on a à les recorriger. Puis défaire une mauvaise habitude, c'est beaucoup plus long que de partir du bon pied. Alors, tu sais, une nouvelle saison, c'est toujours une belle occasion de réévaluer ses objectifs. Ça, j'en parle souvent. Mais réévaluer aussi, est-ce que je le fais bien, ce squat que je me plais à faire? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais la technique, donc... oui, exact, la technique d'exécution. Oui. Puis la fréquence de le faire, est-ce que tu suggères, par exemple, la durée et la fréquence en ce sens où, mettons, 20 minutes par jour, ou tu aimes mieux faire un 40 minutes, tu laisses passer une journée de repos et tu reprends la journée d'ensuite un autre 40 minutes? Ça, c'est une question complexe. Normalement, on essaie de se fier il y a une grille qui s'appelle le FITT, fréquence, intensité, temps et type. Alors, ça va dépendre qu'est-ce qu'on va faire. Ça dépend si par exemple, toi, tu fais de la course, c'est aérobique, c'est ce qu'on appelle cardio. Le cardio, de mémoire, c'est minimum 3 à 5 fois par semaine qui est suggéré. La musculation, si on parle d'exercices comme les squats, pas d'équipement, donc endurance musculaire, de mémoire encore, il me semble que c'est 2 à 4 fois par semaine. La fréquence, pas la fréquence, mais le nombre de répétitions, par exemple, on va dire 12 et 15. L'idée, c'est de fatiguer la région musculaire. Fait que pour répondre à ta question, ça va toujours dépendre de ce que les gens font. Est-ce qu'ils sont en train de prioriser un entraînement cardio et complète avec un entraînement musculaire? Est-ce que c'est essentiellement que de la musculation? Et tu sais, combien de fois dans la semaine ils veulent le faire? C'est quoi leur objectif? Mais pour répondre de façon rapide, ça serait assurez-vous d'avoir une fatigue. Parce que si vous en faites 4 et que vous les faites même pas, tu sais, jusqu'au bout, c'est-à-dire s'asseoir comme s'il y avait une chaise, si on prend l'exemple du squat, ben tu sais, c'est travailler un peu dans le vide. Ouais. On ne travaille pas complètement pour rien, mais aussi bien le faire. Donc, vérifiez votre technique. Des fois, d'avoir un miroir, c'est fatigant, mais d'avoir un miroir ou quelqu'un qui prend une photo, c'est comme, OK, c'est comme ça. Moi, je regarde beaucoup la posture. La posture, c'est super important. Les gens qui s'entraînent depuis longtemps, des fois, ils ne sont pas capables de bien placer leur tronc. Et ça, ben c'est super important que la technique soit là parce qu'encore une fois, on parle de réduire les risques de blessures et surtout de développer des habitudes de vie saines et des habitudes saines au niveau de l'entraînement, si je peux dire. Alors, pour répondre à ta question, c'est variable, mais en général, quand on parle endurance musculaire, c'est entre 12 et 15 répétitions 3 fois. Donc, je fais mon squat 15 fois. J'arrête, je le refais, je peux rajouter un élément sauté, je peux ajouter un élément d'équilibre. Puis, pas oublier non plus qu'on aime ça, la routine, mais on doit changer
toujours un peu la routine parce que ça nous permet d'être à l'extérieur de notre zone de confort. Et c'est avec grand plaisir que, d'ailleurs, tu nous invites à sortir de notre zone de confort Oui. dans les capsules 2 temps, 3 mouvements sur nos ondes, sur le tvrl.ca, puis sur ton site Internet également. Oui, également, c'est ça. Puis moi, ce que je fais, justement, c'est que je propose des contenus sans équipement parce que je pense que c'est ce qui est parfait pour l'instant et je continue à trouver ça utile. C'est accessible pour tout le monde. C'est bon pour tous les niveaux d'entraînement et pour tous les groupes d'âge. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'âge, c'est juste un chiffre. Il faut, après ça, juste se prendre en main puis avoir la discipline et la persévérance pour prendre soin de soi. Alors, voilà. Puis je sais que toi, tu es sur une belle lancée. Oui. Puis il faut trouver cet équilibre-là, hein, parce que trop se pousser, c'est comme pas en faire assez. Trouver un bel équilibre pour maintenir la cadence, Exact. pas se blesser, puis voir des résultats dans quelques semaines. Ouais. Isabelle Demicro, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, toujours un plaisir. J'suis dans la Benz à Weasley, j'déface comme Verratti, mais plus Marseille que Paris. Je ne faire des ennemis, mais la scène nous relie, mais je ne viens pas d'ici. MTN mon QJ, tellement flow et drippy. J'suis dans la rue et j'passe toutes mes top lines qui en sorcellent. J'ai des muses, pas de bitch, David Dorsey. C'est toujours la nuit, ta wife fume la chantilly. Sur sa haïtienne, elle aime tout ce qui est anti. Ferme ta gueule une fois. C'est l'extrait d'un gars qui est hyper talentueux, puis en plus, c'est un collègue de travail qu'on a eu pendant de nombreuses années ici à TV Laval, TVRL. Je suis content de renouer avec David Campana. Salut, mon gars! Ça va super bien, moi. Hey, content de t'accueillir ici. Yes. Hey, depuis quoi? Au moins 2016, 2017, facile. Donc, depuis 5 à 6 ans, tu travailles sur ces Ouais. projets-là. Ouais. Déjà, tu me faisais entendre des beats, des textes que tu construisais. Je me rappelle, ouais. Quelques années, tu travaillais en montage vidéo ici, caméraman également. À quel point, je commence par ça, mais à quel point d'avoir pris ton temps, d'avoir aussi touché à de la vidéo, à différents modèles artistiques, ça a eu une incidence dans ton son, dans ton rap que tu proposes? Yes, ça a une incidence automatique dans le sens que je fais mes propres vidéoclips avec ma copine. On fait ça depuis à peu près, depuis que j'ai commencé à travailler ici, vraiment, puis même avant. En gros, travailler dans le vidéo, ça m'a permis de pouvoir bypass beaucoup d'étapes, dans le sens que oui, j'ai pris mon temps pour faire de la musique, mais quand je suis sorti fort. Ouais. C'est quand j'ai sorti T'es prêt? Vibe. Ouais, c'est ça, j'étais prêt. J'ai sorti Vibe en 2018, puis tout de suite, j'ai été nominé au Gala Dynasty. Fait que ça a tout de suite comme... Ça a montré une différence entre un artiste qui commence puis qui est pas trop sûr de ce qu'il fait versus un artiste qui sait où il s'en va, tu vois. Oui, bien certainement, puis ça s'entend dans plusieurs chansons. Puis comment, pour le téléspectateur qui est à la maison, comment tu qualifierais ton rap comme peut-être... For real, le but, c'est de faire de la musique qui se fait pas. C'est notre mentalité, à moi et Majesty. Majesty, c'est mon producer. C'est la mentalité, c'est quoi? Ben, c'est de faire de la musique qui n'a jamais été faite pour vraiment se différencier de toute cette masse d'artistes. Parce qu'il faut le dire, on est à Montréal, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de rappeurs. Donc le but, c'est de faire une musique qui se différencie, qui se démarque. Et je dirais que dans le style, c'est du trap soul, donc c'est un mélange de 808 et de R&B. Un mélange de voix mélodieuses avec aussi du bon spit. Donc c'est vraiment un mix entre le hip-hop des années 90 et The Weeknd de 2010, tu vois. Oui, parce que faut dire, il y a de ceux qui sont des rappeurs, il y a un flow, c'est plus saccadé comme, comme mot également qui s'enfile des fois à la vitesse là, de l'éclair. Mais toi aussi, tu chantes. C'est ça aussi l'aspect pop mélodique qui est très important dans ta musique. Exactement. C'est vraiment important pour moi d'avoir des mélodies, d'avoir des harmonies. Je sais pas, je trouve comme ça que la musique sans mélodie, ça manque. Il y a quelque chose qui manque. Même si le texte peut être très, très, très puissant, puis ça, je veux vraiment pas toucher à ça, mais je pense que les deux se font, puis Michael Jackson est un excellent exemple. Un excellent exemple, exactement. Et bon, tu as offert Bonjour High en 2020. Yes. Tu reviens depuis quelques temps à peine avec Trop de Love. Yeah. Dis-moi, d'avoir lancé un album, d'avoir reçu des critiques élogieuses avec Bonjour High en 2020, qui a presque, je le dis à regret, mais presque malheureusement passé inaperçu à cause du mot, comme Voldemort. Faut pas dire le mot, mais à cause de la COVID-19, la pandémie, comment tu as réussi à garder le cap pour offrir encore du bon matériel comme Trop de Love? Je suis tellement passionné, for real, Alex, tu le sais, là, quand j'étais ici, là, je veux dire, je suis passionné par l'art, je suis passionné par le milieu de la musique, du vidéo, etc. Donc,
c'est sûr comme ça que le COVID, ça m'a permis d'avoir plus de temps. Je veux dire, moi, je suis serveur à côté, donc les restaurants sont fermés. Fait que je me suis juste dit, j'ai pas été négatif. Je me suis pas dit, oh non, je pourrais pas faire de show. Je me suis dit, comment faire pour être encore relevant, être présent, créer du bon contenu, sois actif, profite de toutes les opportunités que tu as pour être vu et continue de créer du contenu. Puis c'est juste une opportunité pour faire plus de musique, you know? Oui. Puis moi, je veux souligner le fait que faut dire que je suis content de plus en plus qu'il y ait des diffuseurs, autant des chaînes de télé, des radios, qui laissent de la place à la musique. Bon, rap, R&B, c'est différentes racines, c'est souches, mais aussi aux artistes noirs. Yeah. Je veux qu'on en parle de ça parce que vous avez été parmi les pionniers. On n'a qu'à penser Sans Pression, par exemple. Mosaïen, ils ont révolutionné la musique rap, même la musique rap plus pop. Domatique. Exactement. Alors, Domatique, le premier groupe d'ailleurs qui s'exporte à l'international en 90 au Québec, dans le rap. Oui, dans le rap, dans les années 90, effectivement. Alors, de voir quand même qu'il y a ce sillon qu'eux ont tracé, mais toi, tu continues là-dedans, tu peux inspirer la communauté noire. Oui. J'espère qu'ils écoutent en ce moment parce que ça, c'est un des trucs aussi sur quoi... j'ai beaucoup dû traverser des forêts inimaginables, là, de dire OK, mais non, mais ta musique est peut-être pas assez adaptée. Puis même les Noirs, ils sont comme ah non, peut-être comme ça que c'est pas assez relevant par rapport à d'où je viens parce que tu sais, il est habillé en rose, il y a un truc rose, il y a un truc, c'est pas assez street, you know. Mais moi, justement, ce que je veux montrer, c'est que la musique rap, la musique hip-hop, avant même que ça devienne le gangster rap ou le rap qu'on pense. C'est défaire les mythes un peu. C'est défaire les mythes, exactement. Tu as tout dit, c'est défaire les mythes, de vraiment être un ovni dans ce milieu-là, pour justement dire à tout le monde que pour les jeunes qui s'en viennent, c'est un style différent. Au contraire, mise là-dessus, et c'est pas de copier. Puis c'est le meilleur exemple, que ce soit pour des Noirs, des Latinos, des Arabes, des Québécois, n'importe qui, tu vois. Non, mais c'est parce que je pense que tu représentes bien aussi le Québec moderne et le Québécois moderne aussi. Et toi, de chanter quand même en français aussi. Parce que tu aurais pu te tourner, tu sais, il y aurait pu y avoir, tu as mentionné quelques noms, quelques directions musicales que tu aimes emprunter, mais tu sais, tu aurais pu faire dans la langue de Weeknd, dans la langue de Drake, ou d'autres artistes auxquels on peut penser. C'est d'être vrai envers soi-même. J'ai fait des projets en anglais, mais j'ai toujours senti comme ça qu'il manquait de moi, parce que je suis quand même francophone. Ma mère est haïtienne, ça parle français en Haïti. Mon père est français. Je suis né au Québec, ça parle français. Je voulais avoir cette inscription dans mon art. Fait que ça fait partie du processus. Ouais. Et là, pour un artiste comme toi qui est un peu, pour l'instant, loin des scènes, on le sait, c'est pas... Je suis pas encore dans le gratin, là, mais vous m'entendez, là. Mais ça s'en vient, mais du fait aussi que c'est la pandémie, dans le sens qu'on n'a pas, malheureusement, de possibilité de se réunir aussi, sauf dans certaines régions du Québec qui sont peut-être un petit peu plus éloignées, mais du Grand Montréal, c'est-à-dire Laval, évidemment. Donc, c'est pour l'instant un peu plus difficile. Est-ce que tu continues quand même de composer, de faire du beat? Oui. Donc ça n'arrête pas pour les prochains mois? Non, parce qu'on travaille sur l'album, moi et Majesty d'ailleurs, et on veut faire le meilleur album de tous les temps. C'est notre mentalité, c'est la mentalité, c'est always that. C'est comme on rentre dans le game avec l'envie de tout péter, puis ça va rien changer. Puis c'est pas parce qu'il y a la COVID qu'on va s'arrêter. Nous, on sait que de plus en plus, le monde devient digital, numérique. Donc, même si qu'il y a de moins en moins de réalité, cette réalité-là doit survivre. Exact. Donc, elle va se transposer ailleurs. Il faut juste être allumé et là, genre. Est-ce qu'il y aura un petit peu de ton garçon? Ah! Est-ce qu'il y aura un peu de ça? C'est ton petit bébé que quoi, 6 mois, je crois? 6 mois, donc à peu près. C'est en plein dans la confection, c'est sûr qu'il sera dans mes textes. OK. J'aime ça dans la confection et peut-être pendant que tu fais je vais faire un cliché dans le domaine artistique, mais pendant que tu fais un bébé sur album, tu vas peut-être en faire un autre aussi, un deuxième. Ah, peut-être. Peut-être aussi. Ouais, mais non, mais parce que trop de love. Dis-le pas trop, parce que sinon ma blonde, elle va être là. Yeah! Parce que on dit trop de love, des fois. Non, c'est ça. Ça peut se matérialiser. Ça peut se matérialiser. Oui, de différentes façons. Mais j'aime beaucoup l'artiste que tu es, l'homme que tu es, l'intégrité que tu mets dans ton art et l'authenticité que tu as. Merci beaucoup. Ça, c'est très cool. Est-ce que tu as le goût de nous quitter avec un beat? Oui, justement, on parlait de mon fils. Je vais lui faire sa chanson favorite que je lui ai chantée depuis qu'il est petit. Vas-y, Magie. Alors, voici une performance de David Campana. Respect. Je connais mes failles, yeah. Hey, je connais mes failles, yeah. Le passé est passé, je suis prêt pour le fight, yeah. Hey, on connaît cette life, yeah.
Everyday, 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 aïe, yeah. Oui, les notes du piano débarquent, on est sur le départ, en dehors des radars, furtif comme un jaguar. Je veux un Oscar, personne ne veut me croire, pourtant si rare, comme un diamant, faut croire que sur la scène, je fais ma magie, je te fais danser dans l'arène. C'est la haine qui te pourrit, ça me fait de la peine. Je fais ma magie, je te fais danser dans l'arène. Yeah. Chou! Yeah. Respect, frérot. Yes. Merci. Yes, merci à toi. Avec Nicolas Vincent Poirier qu'on trouve tout de suite pour nous parler d'une série sur Netflix. Salut! Salut Alex! Content de te retrouver, mon cher. Cette série qui nous amène avec Behind Her Eyes, soit derrière ses yeux, si j'en fais la traduction très rapide et libre. Présente-nous tout d'abord cette série. C'est un thriller psychologique, fantastique. C'est beaucoup de choses, disons. Et l'actrice principale, est interprétée par c'est Simona Brown et elle interprète le personnage de Louise, une jeune mère célibataire qui va rencontrer dans un bar un soir un homme et il y a une petite romance. C'est ça, il y a un petit dating. C'est ça, mais durant cette soirée-là. Et finalement, elle, Louise, qui travaille dans un Je fais un aparté, je ris parce que mon caméraman... mon caméraman Daniel qui me fait souvent très, très rire. Continue. Je peux pas le voir parce qu'il est derrière moi, mais j'aimerais ça, rire comme toi. Mais... OK, je comprends maintenant. Alors, continue, je m'excuse. Qu'est-ce qu'on disait? Tu racontais que Louise tombe en pamoison devant un homme. C'est ça. Et elle, qui travaille dans un bureau de psychiatre comme secrétaire, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, l'homme qu'elle a flirté dans le bar avec, eh bien, c'est son boss. C'est le nouveau boss, le nouveau psychiatre. Et en plus, il est marié. Oh, scandale! Scandale! Bienvenue en 2021. Mais l'histoire va se compliquer quand Louise va devenir amie avec la femme du psychiatre. Alors, on parle d'un trailer, vraiment d'une série de trailers. Là. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je ne vais pas trop donner de détails pour pas dévoiler le punch, mais d'un côté, il y a l'amitié avec la femme du psychiatre. D'un autre côté, on parle beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de moments où Louise, d'autres personnages, rêvent. Est-ce qu'on parle de rêve, c'est-à-dire fantastique? Est-ce que la série prend aussi un tournant fantastique, thriller? Oui, il y a un petit peu, vraiment, il y a un petit peu de tout. C'est un thriller, puis le fantastique embarque un petit peu par la suite, mais j'embarque pas trop dans les détails. C'est une série, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Tu dois regarder ça, c'est tellement bon, tu ne peux pas t'attendre au punch, les punchs sont tellement bons. » Eh bien, j'ai aimé cette série-là. Je comprends pourquoi les gens l'ont aimée, mais je suis resté un petit peu sur ma faim parce que les personnages sont pas si développés que ça. Donc, il n'y a pas de profondeur derrière... Il y a une certaine profondeur, mais pour 8 heures... Mettons qu'il aurait pu développer un petit peu plus les personnages. 6 ou 8 heures, là, je me rappelle, il y a 6 ou 8 épisodes. Il aurait pu développer un petit peu plus. Ça, c'est basé en plus sur un roman? Tout à fait, un roman qui est paru en 2017. Et c'est censé être une mini-série. Jusqu'à présent, peut-être que si ça marche bien, Netflix va faire une autre saison avec ça. Mais est-ce qu'il y a de quoi établir Parce que je n'ai pas vu la série, je n'ai vu que la bande-annonce, mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose pour établir sur plusieurs années une intrigue et peut-être approfondir, justement, ce qui manque actuellement, approfondir les personnages sur le plus long terme? Ah oui, tout à fait. Il pourrait bien faire ça. C'est sûr que ce genre de série-là, ça pourrait être éternel, mais ça finit bien. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Et moi, une mini-série, c'est un format que j'adore. Moi aussi. Ça t'es-tu déjà arrivé, Alex, de commencer une série puis d'écouter 4, 5 saisons et là, à un moment donné, pouf, on termine ça, on cancelle la série et on reste sur notre fin. On reste sur notre fin, mais tu sais, je fais un penchant, un parallèle qui va peut-être... vous avez ri au préalable, là, boiteux, mais on prend Lupin,
qui est la série basée sur le personnage d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, tout ça. Bon, c'est Omar Sy qui joue le rôle clé de cette série-là. Un acteur très connu internationalement et surtout dans la francophonie. Et là, je regarde la distribution. Tom Bateman, Simona Brown, Eve Hewson. Il n'y a pas de gros noms à proprement parler pour porter sur c'est-à-dire la série. Surtout que c'est une nouvelle série, ça vient pas d'un livre à roman à si grand succès que ça. C'est des risques que Netflix prend, un peu comme Queen's Gambit. Tu as raison en disant que bon, les acteurs principaux sont pas très connus, mais bon, c'est quand même important de savoir que Eve Hewson, c'est la fille du chanteur Bono. Quand même, important quand même. Je ne savais pas cette virgule-là, mais en même temps, n'en demeure pas moins que oui, je sais maintenant cette chose-là, mais ça n'ajoute pas... T'as raison. Déjà, parce que tu le sais, on en a souvent parlé dans cette chronique, et souvent ça a été le choix dans certains films d'avoir des acteurs hollywoodiens très connus pour ajouter de l'intérêt, de la curiosité, et souvent de la qualité, on peut le comprendre, parce que des fois le scénario est mauvais, mais parce que les actrices, acteurs sont tellement excellents, portent sur leur épaule ni plus ni moins que soit des séries, soit des films, mais dans ce cas-là, on peut pas parler de ça pour l'instant. Là. Tout à fait. Je pense que c'était un test parce que je veux surtout pas trop en dire parce que je trouve le problème avec cette série-là, c'est qu'on nous donne tellement peu d'informations que quelqu'un comme moi, j'adore essayer de trouver les punchs avant la fin. Ouais. Pour moi, bon, c'était assez facile. Et ça semble un petit peu décousu pendant un certain temps aussi. Donc, je pense que c'est une espèce de test que Netflix fait avec ce type de mini-série-là. C'est un genre qu'on ne voit pas tant que ça. Des thrillers, oui, mais tous ces genres-là mélangés ensemble. Est-ce que tu sais si, tiré du roman de 2017, donc de Sarah Pinborough, est-ce que tu sais que si on a gardé beaucoup de, dans le fond, de ses écrits pour les transposer à l'écran, ou on a vraiment adapté quand même de façon libre certains éléments du scénario à travers cette première saison? Je te dirais que tout ce qui est adapté, je pourrais pas te le dire par rapport à cette série-là en particulier parce que je n'ai pas lu le roman, mais quand on parle d'adaptation d'un roman, un roman fait 300-400 pages. En moyenne, oui. En moyenne, et dans un scénario, une page, c'est 1 minute. Donc, on peut pas refaire exactement comme dans le livre, parce que dans les livres, on rentre dans la tête des personnages, dans un c'est dans la film, psychologie, dans la série, psyché, là. On serait trop mélangé, il y aurait trop de personnages, il y aurait trop de choses. Donc, on est obligé de couper. C'est comme Le Seigneur des Anneaux. Ceux qui ont lu les livres et vu les films, J'ai lu, je peux comparer au même Harry Potter, qui est un autre donc exemple, justement. Nous, en tant que moldus, on a lu les livres, bien évidemment, on voit un peu une différence à certains égards. Et il nous reste à peu près 2 minutes, mais je veux juste me permettre de dire ceci parce que ça a fait sujet de discussion et ça a avivé un peu les tensions chez certains Québécois. Récemment, je vais avoir ton opinion là-dessus en 1 minute. C'est que je te fais le portrait. Il y a des films québécois comme, par exemple, Bon Cop, Bad Cop, qui sont des grands succès canadiens, qui sont un film bilingue dans le cas de Bon Cop, Bad Cop. Mais c'est malheureux parce que sur Netflix, n'est disponible seulement que l'anglais et pas le français. Tu peux même écouter en italien, mais tu peux pas écouter en français Bon Cop, Bad Cop, parce que dans les ententes qu'on fait, donc les différents distributeurs de films, il n'y avait pas le français d'inclus. Alors, je trouve ça déplorable, mais je voulais avoir ton opinion là-dessus. En effet, oui, mais je pense qu'on n'est pas les seuls pour qui ça arrive. Je suis sûr que c'est le cas pour d'autres pays avec d'autres de leurs succès. C'est comme ça parce que, bon, ce genre d'entente-là, pourquoi est-ce qu'à un certain moment donné, tu as la même saison, tu as le même épisode sur Amazon Prime, Netflix, et là, après ça change, et là, tu as la version en anglais seulement sur Netflix, et là, en français sur Amazon Prime. Tout est mélangé, c'est une question de distribution, de droits, mais aussi, c'est que les distributeurs pour ces films et ces séries-là ont d'autres deals avec d'autres distributeurs. Donc, il y a ça à prendre en ligne de compte aussi. Intéressant tout ça. Alors, cette série s'appelle Behind Her Eyes. C'est disponible sur Netflix. Nicolas Messampoirier, merci beaucoup. Merci, Alex.
Les statistiques le démontrent. Hein, c'est plus de 60 des Canadiens qui, depuis le début de la pandémie, donc, ont fait des commandes en ligne, par exemple, pour pouvoir s'alimenter avec la nourriture de chez nous, la traçabilité, l'autosuffisance. Ce sont tous des mots, tous des discussions que vous avez sans doute entendues, sinon vous-même alimenté à la maison. Puis c'est un beau projet qui est né justement dans cette première vague de la pandémie, soit le panier québécois. Et on reçoit d'ailleurs le président de cette magnifique initiative, Jean-Baptiste Paganon, qui est avec nous. Bonjour. Et Bonjour. Aussi Antoine Sambin, qui est conseiller mobilité durable chez Jalon, qui a aidé justement pour orchestrer la mise en place de ce panier québécois qui maintenant aussi livre à Laval depuis quelques temps déjà. Je vais commencer avec vous, Jean-Baptiste. Comment est née cette initiative? Si on se replonge il y a 1 an à peu près, jour pour jour, chez vous? C'est vraiment né d'un contexte pandémique, mais je dirais en même temps, ça a été un projet qu'on avait quelque part, je pense, au fond de notre tête. Vouloir, de deux manières différentes, on avait pour objectif aider dans un premier temps les producteurs et les commerçants québécois à pouvoir commercer avec une plateforme numérique et à pouvoir avoir des moyens, je dirais, actuels, en fait, de pouvoir compétitionner aussi les gros de ce monde. Et puis de l'autre côté, c'était vraiment de rendre accessible. La mission principale du panier québécois aujourd'hui, c'est vraiment rendre accessible les produits frais à Montréal en limitant l'impact écologique. Écologique, ça, en limitant vraiment nos émissions de carbone, surtout sur l'impact du dernier kilomètre, qui, on le sait, en logistique, est vraiment le nerf de la guerre là-dessus. Ouais. Donc ça a été vraiment nos deux axes, aider les commerçants producteurs dans un premier temps et les artisans agroalimentaires. Et de l'autre côté, pouvoir... et précisons juste une petite seconde, parce que les gens ont aussi beaucoup entendu parler de panier bleu, et oui. Ce n'est pas la même entité. Non, ça a vraiment rien à voir. On va dire que le timing était similaire à quelques semaines près. Mais non, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. On est référencé sur le panier bleu, mais c'est vraiment deux choses différentes. C'est panier québécois qu'on doit trouver, panier québécois d'ailleurs, .ca déjà pour le livrer. Et pour vous, chez Jalon, comment vous avez aidé justement Panier québécois, l'équipe de Jean-Baptiste, à se déployer sur l'île Jésus ici, sur l'île de Montréal également? Jalon est un OBNL qui accompagne l'innovation, les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. Et puis on accompagne un certain nombre d'entrepreneurs au sein d'un programme qu'on a. Et ça, c'est un excellent exemple. Panier québécois, Jean-Baptiste avait un très beau projet. Et le rôle de Jalon là-dedans, c'est vraiment d'animer, d'aider à mobiliser les bonnes ressources, donc de trouver les bons contacts éventuellement, de mobiliser les financements, aller chercher un peu d'argent pour soutenir et aider au démarrage du projet. Vous connaissez les programmes, vous connaissez justement les différents développements, démarches qu'on doit faire pour démarrer ce genre d'entreprise-là nécessairement. Exactement. Jalon a une vue assez complète sur les programmes, qu'ils soient au niveau municipal, fédéral ou provincial, et puis une vue aussi sur les différents acteurs. Et donc c'est arriver à fédérer tout le monde pour propulser ce genre de projet. Et de voir quelques mois plus tard comment c'est une réussite, qu'avez-vous à dire de l'entreprise Panier québécois? J'imagine que vous êtes fiers d'avoir supporté cette entreprise-là. Oui, complètement. Et même dès le début, ils étaient très rapidement très autonomes. Et aller sur Jean Talon, faire ses courses, mais aussi maintenant le faire aussi en ligne, ça, c'est un vrai plaisir. Parlons de ça, justement, en ligne. Quand moi, je suis un consommateur, je veux manger québécois, je veux manger des produits frais, c'est important pour moi. Comment je peux vivre l'expérience du marché public, mais sur panierquébécois.ca? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, le principe de la plateforme est extrêmement... On a voulu créer quelque chose de vraiment très simple. C'est de retrouver l'expérience marché au travers de la variété de produits dans un premier temps. Donc on regroupe aujourd'hui plus de 650 produits qu'on retrouve sur le marché Jean Talon, puis on a encore la vocation à pouvoir les augmenter. Et en parallèle, c'est 650 produits et plus de 60 producteurs qui participent au projet. On suit forcément le rythme saisonnier. Donc on a l'été et la période des récoltes québécoises où là on a vraiment un flux de produits qui va arriver avec des producteurs également. On attend d'ailleurs ce temps-là avec impatience. Mais on a vraiment voulu retranscrire l'expérience marché, faire en sorte d'avoir le plus de variété possible, tout en respectant les saisons et en essayant d'élargir aussi notre territoire le plus possible pour que ce marché puisse vivre. Donc comme par exemple la saison des asperges qui s'en vient, là, qui est une des premiers légumes qu'on peut se procurer là, au Québec là, au printemps. Là. Donc ça, ce sera parmi vos choix que les gens là, pourront faire sur votre site, aller acheter. Puis, absolument. Et vous livrez à la maison directement? Ou, Exactement. Il y a la possibilité de se faire livrer directement à la maison, également en point de collecte. On retrouve différents points de collecte dans Montréal, puis potentiellement, je l'espère, bientôt à Laval, qu'on va pouvoir ouvrir aussi, pour que les gens puissent ramasser leurs commandes à des horaires comme ils le souhaitent. Mais on va dire que la livraison est vraiment l'option privilégiée aujourd'hui.
Donc on a différentes manières de livrer, mais c'est ce que les gens recherchent le plus aujourd'hui. Oui, c'est assez rapide. Et je veux m'adresser à vous deux, hein, évidemment, parce que vous êtes à même de constater le développement durable, puis bon, évidemment, de manger à l'année. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera possible un jour éventuellement? Parce qu'on a beaucoup parlé d'autosuffisance dans les derniers mois, puis je sais que le gouvernement du Québec veut soutenir des initiatives comme la vôtre, soit Panier québécois, et donner de l'argent justement par le ministère de l'Agriculture et tout ça. Mais est-ce que c'est possible qu'un jour on puisse y arriver ici au Québec de pouvoir être autosuffisant à l'année sans avoir recours à de l'importation de différents produits de l'extérieur? Je vais commencer peut-être à répondre, puis Antoine, tu pourras. Ouais. La autosuffisance annuelle, je pense, c'est très compliqué à envisager d'un point de vue annuel à 100%. Nous, ce qu'on essaie de vraiment faire, c'est d'encourager les producteurs et les produits en fonction de la saisonnalité. Mais on le voit aujourd'hui, il y a des initiatives avec le développement des serres, notamment. On a vu Hydro-Québec qui supporte énormément de programmes pour encourager la production locale de fruits et légumes sous serre. Alléger le fardeau là, avec les factures d'électricité, par exemple. Exactement, pour encourager les producteurs à initialiser des projets. Ensuite, après, nous, on est conscients. Puis l'objectif pour nous, c'est pas de dire qu'aujourd'hui, on commerce uniquement des produits québécois. C'est donner un sens et d'essayer d'aider les gens à se placer sur... on encourage ces produits québécois-là, mais on est conscient qu'en hiver, les consommateurs ne veulent pas manger potentiellement des légumes racines uniquement tout l'hiver. Donc, on va essayer de leur trouver des alternatives quand même d'approvisionnement avec des produits d'importation, mais qui vont être sélectionnés, là encore, par des produits et des marchands québécois. Et c'est ça, par contre, qu'on va mettre vraiment en avant, c'est que 100% de nos produits et de tout ce qui passe par notre plateforme a été acheté et a été sélectionné par des commerçants québécois. Ou sinon, ils peuvent être transformés sur le territoire québécois au moins. Tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir certaines composantes d'aliments québécois aussi dans certaines recettes ou certains produits, finalement. Là. Tout à fait. Sans nécessairement l'entièreté, mais au moins, il y aura un peu de ces... pour contribuer, comme vous dites, à l'économie locale. Puis à être sûr qu'il y a ce travail quand même de... Parce qu'on l'a vu, l'importation, il y a le travail de sélection qui est fait derrière. C'est pourquoi est-ce qu'on sélectionne ce produit-là. Il y a différentes manières aussi à l'étranger de produire et de commercer ces aliments. Puis c'est pourquoi est-ce qu'on sélectionnerait ces produits plutôt que les autres. Puis à terme, on a vocation, nous aussi, à pouvoir remonter la chaîne de valeur du produit et être capable d'aller encourager, même à l'étranger, les produits qui sont commercés et produits de la manière la plus écologique et responsable possible. Ouais, puis je me tourne vers vous parce que je veux avoir votre opinion également là-dessus. En complément de ce que vient de dire Jean-Baptiste, ce qui est très important, c'est toute la chaîne d'approvisionnement et c'est justement l'intérêt de Jalon, c'est toute la mobilité durable. Donc il y a la chaîne d'approvisionnement pour venir jusqu'à Montréal ou au Québec. Et puis après, il y a tout, je dirais, l'organisation locale. Et c'est là où le projet de Panier québécois est très intéressant, c'est qu'il y a une première phase de consolidation des commandes. Donc on regroupe des commandes, donc on économise, je dirais, du CO2 grâce à ça. Et puis après, il y a une grande partie des livraisons qui se fait avec un mode décarboné. En l'occurrence, ça peut être des vélos cargo électriques. Et donc, de nouveau, là, on économise des émissions de gaz à effet de serre. On économise aussi de la place dans la rue, donc de la congestion. Donc, c'est toutes ces petites économies ou grandes économies qu'on fait qui sont importantes. Et si j'y vais, parce qu'il nous reste peu de temps, mais quelle est peut-être la prochaine étape dans le développement de Panier québécois? Parce que là, vous nous avez acheminé sur l'île Jésus. C'est possible de commander pour les Lavalloises et les Lavallois, donc des produits. Quelles sont peut-être les prochaines étapes pour votre développement d'affaires? Prochaine étape, c'est vraiment de continuer. On a vraiment trois axes. Le premier, c'est d'élargir notre offre de produits. Donc la variété via un travail de rencontre avec des producteurs et des commerçants supplémentaires, donc pour élargir la plateforme, élargir l'offre pour la clientèle. Deuxième point, puis c'est là où le travail avec Jalon a vraiment été pertinent dès le début, puis on espère pouvoir le poursuivre, c'est d'étendre et d'élargir notre réseau de distribution via mais de manière responsable, via différents points relais, pour pouvoir rendre accessibles ces produits-là, mais avec des points à la fois distribution, mais à la fois pour redispatcher ensuite les marchandises de manière responsable et en limitant l'impact via de la consolidation. Et le troisième point, c'est encore une fois d'intégrer le plus possible en amont les producteurs. Les producteurs et surtout aussi le côté durable dans notre manière de faire, aussi bien la préparation dans la logistique interne, de voir comment on peut faire pour le réduire aussi à l'interne dans la préparation. Panierquébécois.ca pour ce qui est évidemment tout savoir puis faire des transactions en ligne. On interpelle les gens, la belle saison s'en vient, on est au printemps. Les semences se font d'ailleurs pour nos agriculteurs, puis nos jardins, tout ça. On a l'intérêt de manger la traçabilité, on le disait. Puis pour Jalon,
il nous reste quelques secondes, mais s'il y a un projet citoyen, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont de l'intérêt à se lancer en affaires dans ce genre peut-être d'entreprise ou autre, mais qui visent le développement durable, comment on peut vous joindre chez Jalon? Le plus simple, c'est de nous joindre via notre site internet, donc jalonmtl.org, et on est vraiment intéressé à tous ces projets d'entrepreneurs liés à la mobilité durable. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis content de vous avoir reçu. Alors, je rappelle Jean-Baptiste Paganon, qui est président du Panier québécois, et M. Antoine Sambin, conseiller en mobilité durable chez Jalon. Merci beaucoup de nous avoir d'être venus et de nous avoir parlé de vos projets respectifs. Merci à vous. Merci à vous. Le renouveau du printemps, vous le voyez depuis quelques jours, soleil, chaleur qui nous replonge dans nos souvenirs, notre nostalgie, mais en même temps, avec cette nouvelle saison, c'est comme quasiment un début d'année. Tu sais, le 31 décembre, là, puis le 1er janvier, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Il y a comme un sentiment de renouveau qui nous habite. Ben là, ça fait 1 an de la pandémie. Oui. Fait que là, c'est comme un sentiment de renouveau. Exact. Aussi. Salut, Peggy. Oui, salut, ça fait vraiment plaisir. Mais non, mais c'est comme si on a l'impression... Regarde, j'essaie de trouver plein de trucs pour amorcer notre chronique. Mais c'est vrai, pareil, on se sent dans un renouveau. On dirait que c'est permis. Les vaccins arrivent, le beau temps arrive. Il y a un vent d'optimisme quand même. Puis on dirait qu'avec l'été qui s'en vient, on va pouvoir ressortir. Ouais. On veut être mieux, en fait. C'est le but de ma chronique, être mieux. Exact. Vous aider à atteindre le mieux-être. Et tu m'as enlevé les mots de la bouche parce qu'effectivement, le printemps, si on regarde le sens étymologique, moi j'aime ça, hein, j'ai un petit côté très théorique là, c'est correct, on aime de la chose. Printemps, ça veut dire en fait premier temps, début, puis ça vient du mot latin primus tempus. Fait que c'est pas bizarre de penser qu'on sent comme le 1er décembre. Puis on a aussi cette sensation-là quand on arrive à l'automne, avec la rentrée scolaire. Bien, quand arrive une nouvelle saison aussi, de toute façon, on dirait qu'on a toujours, puis l'expression populaire de dire « m'a faire le ménage du printemps » ou « m'a ressortir les choses du cabanon », donc on va vider, on va sortir le trop-plein. Mais en même temps, on a eu une couple de mois pour faire du ménage. On avait rien que ça à faire à l'intérieur. Oui, mais en même temps, tout est dans l'angle. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Alex, parce que, oui, le printemps, on devrait prendre une pause. Vous allez me dire, oui, on est en pandémie, on a été en pause, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Oui, peut-être, mais le prendre sous un autre angle. C'est-à-dire, on a des vêtements d'hiver quand même, puis là, on veut sortir nos maillots de bain, on veut sortir nos sandales. C'est certain qu'on faut faire un changement dans notre garde-robe. Fait que je pense que c'est le temps, justement, de prendre le temps de regarder ce qu'on a. Puis moi, je l'ai fait en fin de semaine. C'est pour ça que ça m'a donné envie de vous en parler. J'ai commencé à installer ma terrasse extérieure. Puis d'ailleurs... Tu m'as envoyé une photo? Oui. J'ai vu ça. Ben oui, je t'ai-tu donné un goût? Tu m'as pas donné un go, mais moi, j'ai pris le go. Dans le sens que j'ai décidé de me faire un jardin, un potager, de commencer à installer ma petite terrasse pour avoir mon endroit cet été. Puis j'en ai profité justement pour regarder dans ma garde-robe et dire, bien, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux sortir pour l'été? Puis ça, je pense, la garde-robe, les souliers, surtout les femmes, là, on va se le dire, là, c'est la première chose par laquelle on devrait commencer. Puis en plus, ben moi, quand j'ai eu terminé, je suis allée le porter à Renaissance. Donc, un organisme de... Un organisme de charité. Mais quand on parle de faire le ménage, c'est aussi dans sa tête. On va se le dire, en pandémie, il y a beaucoup de remises en question. Oui, mais en même temps, je te fais un aparté parce que j'ai l'impression aussi, puis il y a des gens autour de moi, j'avais l'impression qu'ils se donnaient une sorte de défaite pour ne pas aussi aller au vif du sujet ou aller au fond des choses, dans ce sens où ils se disaient c'est assez dur, j'irai pas comme faire telle ou telle action. Tu comprends, là, au janvier, c'est que j'ai l'impression que ça servait de défaite ou d'échappatoire pour ne pas affronter certaines choses. Je comprends que dans certaines circonstances, mais c'est lourd. C'est lourd Quand aussi. on se passe poser des questions, il faut avoir les réponses. Puis parfois, les réponses qu'on a, c'est pas celles qu'on voulait. Puis ça part de soi aussi. Ça part de soi, je dis toujours. Puis c'est vrai que le bonheur part de soi. Je suis certaine que vous êtes un peu tannée de m'entendre dire ça, mais c'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai eu quand même un petit moment de bouleversement cette semaine parce que j'étais en zone orange. Là, on parlait de zone rouge. Fait qu'il faut comprendre, je crois, la grande morale de cette pandémie-là et du renouveau du printemps, qu'il faut s'adapter. La grande Jocelyne Cazin, que j'ai le privilège d'avoir comme mentor, me dit que ceux qui ont la capacité de s'adapter, c'est eux qui vont survivre. Et en pandémie, il n'y a rien de plus vrai. Oui. Donc, à part le garde-robe, il y a aussi tout ce qui est les espaces de notre cuisine et tout, là.
sais, il y a beaucoup de marketplace. Puis Ouais. je suis certaine que les gens ils ont acheté plein de choses L'accumulation. pour les fêtes, Pâques, Noël, etc. Puis ça fait du bien mentalement de se départir des choses parce qu'on a l'impression que plus on possède, plus on est riche. Mais ironiquement, c'est pas parce qu'on possède des objets qu'on est bien mentalement. C'est Donc, sûr. là aussi, c'est le temps. Quand tu dis de faire le ménage du printemps, c'est vrai, là. On peut aller dans les armoires laver. Je suis certaine que les gens ne sont pas allés jusque-là. Puis C'est sûr. comme je vous dis, c'est certain que vous avez accumulé des choses sur Market. Ça explose sur Marketplace. Mais moi, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est de se questionner aussi. Tu sais, en faisant ces actions-là, c'est pas juste de le faire au sens propre, au premier niveau, mais de se dire aussi, c'est quoi l'état d'esprit que je veux, disons, cultiver ou changer en faisant ces actions-là. Je pense que c'est là aussi le degré de la réflexion dont tu parles là, également. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, mais... oui, je suis d'accord avec toi. Puis dans la même lignée, quand on parle d'avoir un environnement épuré, je crois qu'il faut avoir un petit peu de plantes vertes, de fleurs. Moi, je connais quelqu'un qui a un pot de fleurs chez lui et il change ses fleurs à toutes les semaines. Non, mais c'est-tu pas beau, changer ses fleurs à toutes les semaines? Il s'achète des fleurs. C'est un homme, là. Je trouve ça complètement merveilleux. Ouais. C'est un ami. Puis moi, je me suis dit, j'avais pas de plantes à la maison. J'avais pas de jardin parce que plusieurs, Et là, moi... Tu vas-tu suivre mon exemple? Vraiment. De faire des plates-bandes? Puis pour vrai, j'éprouve un plaisir. Tu as développé un pouce vert? Ben oui, parce que je regarde ma plante, j'y parle, puis je veux qu'elle survive. Et sais-tu pourquoi que les... tu sais, parce que des fois, on dit que les plantes, quand on leur parle, ça fait une différence dans leur... tu sais, ils peuvent, par exemple, grandir plus vite et tout Oui. ça, bon, pousser plus vite. Parce que quand on parle, évidemment, l'homme, on émet du CO2. Donc, Oui. ce CO2-là, ben, c'est donc une sorte de fertilisant, je vais le dire comme ça. Donc, quand on parle aux plantes, puis on est à côté des plantes, puis il y a cette pensée-là, ben, ça aurait une incidence pour vrai dans le développement de nos plantes, pour ça notamment. Tout à fait, c'est physique en fait. Exact. C'est très scientifique. C'est scientifique, mais sinon, mais je veux dire, on ramène ça de façon simple, mais je trouve que ça a toute sa pertinence. Ouais. Puis en même temps, je sais pas, il y a une sorte de connexion à la Terre. Souvent, Ouais. l'image de la Terre revient souvent. Puis moi, je trouve ça quand même Tout beau à de fait. prétendre ça. Je trouve que c'est simple, Tout à ça fait. nous ramène Puis, à ce qu'on est. On dit tout le temps qu'on est tout seul avec la pandémie, mais l'avantage d'une plante, c'est qu'elle va pas nous répondre. Non, Fait que, ouais. psychologiquement parlant, c'est gratuit, pas besoin d'un psychologue. La plante, elle ne Ouais. nous répondra pas, mais on a Aussi. l'impression de parler à quelqu'un. Je parle en connaissance de cause, OK. je demeure seule. Ah ouais. Et Ouais. j'adore ça. Puis pour vrai, Ma ma petite- plante Ouais. grandit. Ma plante grandit. Là, je vois vraiment qu'elle grandit. Puis l'autre chose que j'aime du printemps, il faut se le rappeler, c'est la saison des amours. Je regardais les oiseaux, regardez la nature, je vous le dis. Je me suis promenée et j'ai vu beaucoup de canards. Et les canards, vous remarquerez, les canards, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ils sont toujours en couple. Ouais. Il y a toujours... Ou en groupe. En groupe, mais surtout en couple. Ils se déplacent en couple. Puis je trouve que le printemps, c'est aussi de se donner une chance de faire des rencontres. Je parle pas juste amoureuse, je parle aussi des rencontres en personne, à l'extérieur, aller marcher. Ouais. On n'a pas le droit au rassemblement, mais il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit d'aller se promener en forêt. Puis dans ce temps-ci, je trouve que c'est beau de voir la nature revenir à la vie, de voir les animaux d'instinct qui veulent s'accoupler, qui veulent créer un petit nid. Et que je pense qu'il faut faire la même chose. Il faut s'inspirer de la nature également. Puis votre mieux-être va mieux aller. Moi, j'ai eu un petit blues cette semaine, vraiment. Puis là, en faisant tout ça, c'est pour ça que je partage avec vous, là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Le minimalisme aussi qui peut être très intéressant dans ce que tu nous as proposé. Oui. La nature qui a toujours aussi son sens pour retrouver ses esprits Mm-hmm. lorsqu'on s'égare un peu. Ça aussi, je pense que ça rejoint beaucoup de gens de ce que tu nous as dit. Peggy, merci de nous avoir parlé. Puis d'ailleurs, tu te passes une compagnie d'aménagement paysager ou une tondeuse, let's go? Ou... Non, mais encourager, il y en a beaucoup Ouais. de locaux. Puis justement, sur Kijiji Marketplace, il y a beaucoup de gens qui affichent Ouais. leurs plantes, leurs fleurs, etc. Fait que j'encourage. Puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ouais. J'adore ça, sur ma page Facebook, Peggy Bélan. Là, donc, j'ai plein d'autres trucs à vous donner. Et il nous reste à peu près une minute, mais Télédon te surveille aussi? Oui, le Télédon, ça s'en vient. Ça aussi, c'est un beau renouveau Oui. pour le printemps. Le Télédon qui est pour contrer la violence conjugale. Puis d'ailleurs, je vais te donner un scoop. Là. Vas-y. Je vais vous nommer des artistes. On a Lily Hughes, Rick Hughes, Patty Gallant. Wow. On a Tommy Boulanger. On va avoir aussi Annie Blanchard. Bref, ça, c'est quelques noms, là, mais c'est vraiment la première fois que je les nomme. On va avoir des beaux numéros. Encore là, c'est une grande histoire d'amour et une belle famille. Une belle action, surtout en ces temps où il y a eu beaucoup de féminicides, trop de féminicides ces derniers jours, dernières semaines. Un grand merci d'être venu nous en C'est parler. un Peggy. grand plaisir. Prenez soin de votre mieux-être cette semaine. À bientôt, merci. À bientôt.
Le regroupement Lavallois pour la réussite scolaire, ça inclut plusieurs institutions scolaires, notamment le Centre de services scolaires de Laval, le Collège Montmorency, le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval et les bibliothèques donc, de Laval qui collaborent dans un contexte d'une campagne régionale Lire, ça se vit. On veut encourager donc la lecture chez les jeunes adultes. C'est un projet collaboratif aussi qui donc s'appelle Lire, c'est construire et se construire. Et ça donc inclut plusieurs démarches en ce sens. Elle est justement chargée de projet pour ce regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Madame Geneviève Duval qui est avec nous par le truchement de la technologie de façon virtuelle. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Geneviève Duval. Merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Expliquons ce que c'est tout d'abord, ce projet, cette campagne qui est menée actuellement. Oui, donc la campagne Lire, ça se vit, c'est vraiment une campagne régionale qui regroupe plusieurs partenaires et avec différentes thématiques. Et dans la thématique construire, en fait, on s'adressait principalement aux jeunes adultes. Donc, cette année, avec la pandémie et tout ça, on sait que les jeunes adultes ont été particulièrement touchés là, avec l'étude qui est vraiment juste en ligne ou presque et qui ne peuvent pas, en fait, voir ni d'amis, ni... Donc, c'est un peu difficile comme contexte. On souhaitait faire une action collective pour aller vers eux, les rejoindre et en même temps les sensibiliser à l'importance de la lecture dans leur vie quotidienne et aussi montrer que la lecture, elle est partout, donc autant dans les livres et peu importe la forme aussi, donc les romans, les BD, que ce soit un livre de cuisine, un jeu de société. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait mettre de l'avant par ce projet-là. Et justement, donc, vous avez, vous le menez de façon donc concrète. Et justement, je pense que vous avez aussi des concours qui sont des incitatifs aussi pour les gens à l'écoute de pouvoir participer, de pouvoir s'initier à la culture, mais à l'écriture, à la lecture aussi. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment un projet à la base, mais pour mousser justement la participation et rendre ça plus intéressant pour les jeunes participants, ce qu'on souhaitait, c'est en faire un concours. Donc, automatiquement, les gens qui participent sont inscrits. Il y a plusieurs prix à gagner, un fauteuil poire, entre autres, une carte cadeau de 100 $ à la librairie Martin, une sélection de jeux de société, un abonnement à Audible pour des livres audio et aussi une carte cadeau là, pour l'achat de magazines, donc au choix du participant. Et est-ce que vous remarquez peut-être un portrait qui a changé avec les années du lecteur, de la lectrice? Est-ce qu'il y a des intérêts nouveaux? Est-ce que également la façon, compte tenu qu'il y a des tablettes maintenant, il y a différentes façons de lire, est-ce que quand même le livre papier physique demeure encore aussi la façon de lire la plus aimée, la plus anticipée aussi chez les lecteurs, les lectrices? Oui, malgré, dans le fond, toutes les technologies, c'est quand même, quand on souhaite lire un document de détente, là, si je pourrais dire. En fait, le document papier est beaucoup plus apprécié encore aujourd'hui. Par contre, c'est sûr que les technologies nous permettent de faire beaucoup de lectures pour aller chercher de l'information particulièrement. Donc, ça dépend vraiment là, de ce qu'on souhaite faire par notre lecture et c'est ce qui va, en grande majorité, du moins, là, décider par quel moyen on va y arriver. Là. Et pour accrocher le lecteur ou la lectrice, est-ce que, justement, de faire appel à Valérie Hamel, qui est porte-parole, entre autres, qui est, elle, connue sous le nom d'artiste de Velm, si je ne m'abuse, la bonne façon de la mentionner, elle qui est auteure BDiste, justement, les BD, est-ce que ça ne demeure pas dans leur aspect peut-être sympathique, ludique, puis qui est très large, là, il y a beaucoup de liberté sur le thème, sur les thèmes, puis sur la façon aussi de pouvoir les construire, les intrigues dans une BD. Donc, pour les créateurs, est-ce que ça demeure quand même une des façons les plus faciles, les plus simples pour les aborder, ces futurs lecteurs ou lectrices, finalement? Oui, bien en fait, tout est une question de goût. Donc, il y en a qui aiment vraiment pas les BD, il y en a d'autres qui en sont vraiment mordus. Donc, nous, notre message, c'est vraiment que peu importe, c'est de la lecture et ce qu'on souhaite, c'est que les gens lisent, donc peu importe le moyen. Ouais. Puis la lecture pour le plaisir, c'est vraiment ce qui est important là, à long terme. On dit qu'un 3 heures de lecture par plaisir, c'est ce qui va faire une différence, notamment aussi sur la réussite éducative. Donc, peu importe le moyen, je pense qu'il faut juste encourager les jeunes et les moins jeunes à lire. Oui, c'est ça. Puis justement, de par l'école qui s'est faite à distance,
ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, est-ce que ça a été un frein à la lecture, selon vous, pour les jeunes, compte tenu qu'on n'avait pas... Parce que pour certains, les seuls contacts qu'ils ont avec de la lecture, il n'y en a pas à la maison. Malheureusement, des fois, c'est peu encouragé pour différentes raisons à la maison. Donc, la seule façon pour eux de connecter, c'est dans les bibliothèques de leur propre école. Donc, ils s'étaient fermés pendant plusieurs mois. Oui, c'est sûr que l'accès aux livres, ça demeure un enjeu encore aujourd'hui. C'est quand même assez compliqué là, de se rendre en bibliothèque. Il faut déjà prévoir tout ça d'avance. Donc oui, pour certaines personnes, c'est vraiment un enjeu. Par contre, on avait plus le temps. Donc, j'imagine que pour certaines personnes, pour qui l'accès aux livres était plus facile, en fait, ça peut être... Justement, peut-être que l'écart se creuse encore, là, justement, entre les jeunes qui ont les moyens et les jeunes qui ont moins de moyens là, pour accéder à la lecture. Et bien, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir. J'espère que non, parce qu'on nous parle beaucoup d'impact malheureux que ça pourrait avoir dans le développement de nos enfants, cet écart avec le présentiel, avec un professeur qui, pour la pédagogie, la stimulation, la motivation, puis peut-être évidemment sur les retards en écriture, en lecture, qui en sont pour maîtriser justement l'ABC de l'école et pour apprendre, justement, ça passe par l'écriture et la lecture. Et puis, justement, est-ce que pour vous aussi, parce que je regardais des chiffres qui sont quand même assez incroyables parce que les chiffres de bibliothèques, plutôt de librairies pour la vente de livres ont explosé toutefois ces derniers mois. Vraiment, on voit des écarts là, comparativement à l'avant et au pendant de la pandémie et qui se poursuit actuellement. Donc, pour vous, cette explosion de vente de livres dans nos librairies québécoises, par exemple, donc c'est quand même un indicateur Il y a votre campagne également qui actuellement bat son plein. Là. Donc, pour vous, j'imagine que c'est un indicateur favorable à continuer à faire ce genre de campagne-là dont vous venez actuellement. Là. Oui, bien, tout à fait. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment impliquer toute la communauté là, autour les mobiliser autour de la lecture. Et puis, je pense que ce projet-là, c'est une façon qui est vraiment amusante, qui est simple, qui est dynamique. Donc, c'est un peu l'idée qui est derrière là, de la participation des gens. Oui, et là, allons-y parce que c'est quand même intéressant. On doit donc construire une mosaïque collective de photos. C'est ça? C'est un modus operandi pour votre campagne actuellement? Oui, bien en fait, les gens doivent nous envoyer leurs photos avec une lecture de leur choix. Tantôt, on le disait, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être un bail, par exemple, ou peu importe, là, donc ce qu'ils lisent en ce moment. Et puis, nous, après, on va faire vraiment le transfert sur une mosaïque et on va créer une image avec ça. Donc, on va dévoiler cette image-là, justement, autour de la mi-mai. Et puis, les bannières qui seront produites pourront être en exposition, dans le fond, tout au long de l'année, là, dans les différents lieux qui rejoignent les jeunes adultes. Oui. Donc, vos partenaires, justement, là, dans cette campagne dont vous collaborez. Donc, je rappelle, bien sûr, le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, les bibliothèques de Laval, le Collège Montmorency, bien entendu, le Centre de services scolaires de Laval aussi. Alors, tous ces lieux où on peut retrouver donc cette campagne que vous venez de façon concrète et en collaboration. Madame Geneviève Duval, merci beaucoup. On rappelle bien sûr, vous êtes chargée de projet pour le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est un grand plaisir. Merci d'avoir été là. Si vous avez des sujets à nous acheminer, vous aimeriez qu'on parle de votre organisme en tout temps, c'est possible de le faire sur notre page Facebook, notre site Internet également pour revoir vos émissions préférées, dont celle-ci, soit tvrl.ca. Également, je remercie toute l'équipe, soit Alain à la réalisation, Manon à la recherche, Daniel et Daniel aux caméras. Et je vous dis à très bientôt. Notamment, ne ratez jamais notre Bingo TV Laval qui vous remet 3 500 $, dont 2 500 $ la carte pleine. Je vous dis à très bientôt.